Bienvenue pour un nouveau chapitre, compte admin et authentification. Alors, ce que nous allons voir sur ces slides, c'est tout simplement comment créer des comptes administrateurs et quels sont les différents profils associés au compte administrateur. Ça pour la partie compte. Ensuite, nous verrons donc l'accès admin au boîtier. Donc, ça veut dire comment on se connecte à l'équipement FortiGate pour l'administrer, quels sont les différents protocoles supportés pour l'administration des boîtiers FortiGate et comment sécuriser ces types d'accès-là. Nous finirons bien sûr par les interfaces IP. C'est important tout simplement parce que l'administration du FortiGate se fait via une page web en se connectant sur l'adresse IP d'une interface donnée. Donc nous verrons plus tard sur ces slides comment réussir à configurer tout ça. Donc les profils administrateurs, la capture écran que vous visualisez ici sur votre écran, c'est tout simplement le moyen pour créer un compte administrateur. Donc nous verrons sur la partie lab comment arriver jusqu'ici. Donc il suffit tout simplement de taper un nom, donc de donner un nom à ce compte-là, de donner un mot de passe, de définir son type. Donc est-ce qu'il est de type régulier, ça veut dire que le compte est local au FortiGate, ou bien il est de type remote. Donc on va chercher ce compte sur un serveur d'authentification distant de type LDAP ou Active Directory, ou bien sûr c'est un certificat PKI. Donc tout simplement mettre en place le mot de passe, un commentaire qui n'est pas obligatoire. Ensuite, donc on associe le profil d'administration. Donc par défaut sur l'équipement il existe deux profils d'administration. Le premier qui s'appelle profadmin, le second superadmin. La différence principale entre les deux, c'est superadmin a absolument tous les droits, y compris le droit de créer des administrateurs supplémentaires. Par contre, profadmin dispose également de tous les droits en matière d'administration, sauf le droit de créer des administrateurs supplémentaires. Ensuite, la partie en bas, c'est tout simplement le Enable Two-Factor Authentication. Donc, on verra ça plus tard si on décide d'activer l'authentification à deux facteurs pour sécuriser les accès. La restriction du login administrateur pour certains utilisateurs, donc par adresse IP, pour limiter les accès admin justement. Et puis Restrict to Provision Guest Accounts, c'est justement également donc pour le provisioning pour les utilisateurs guest. Nous verrons ça plus tard justement ce que veut dire les utilisateurs guest. Donc les différentes permissions des profils administrateurs, lorsqu'on va créer, alors j'ai oublié de dire ici que bien sûr par défaut il existe deux profils administrateurs principaux configurés sur l'équipement. Par contre, on a la possibilité d'en créer de nouveaux. Donc, on appelle ça les profils personnalisés. Et les profils personnalisés, on peut décider pour un utilisateur donné, ici, qu'on aura défini, de lui attribuer certains droits. Et donc, les droits de configurer certaines fonctionnalités et pas d'autres. Ou alors le droit de visualiser certaines fonctionnalités ou bien le droit de visualisation uniquement. Et donc tout ça, c'est visible ici sur cette sympathique capture écran. Donc on a les différentes fonctionnalités, ça c'est pas exhaustif. Et puis on a les permissions associées. Donc soit none, ce qui veut dire que je n'autorise pas du tout la vue sur une fonctionnalité donnée. Donc dans cet exemple, c'est la VPN configuration pour lequel je n'autorise pas du tout l'accès pour un utilisateur. Donc, ce profil-là doit être associé à cet utilisateur, à un utilisateur, pardon. Et donc, la deuxième permission, c'est read. Donc, j'autorise un accès lecture uniquement. Donc, dans cet exemple, toute la config firewall est autorisée dans ce profil, mais en lecture seule. Ou bien, donc, la troisième permission, c'est read-write. Donc, j'autorise la lecture et l'écriture sur une configuration particulière. Dans cet exemple, System Configuration et Network Configuration sont modifiables dans ce profil.
Donc les niveaux de hiérarchie, tout simplement, donc les différents profils d'administration sont hiérarchiques. Donc la partie la plus globale, c'est Super Admin qui détient tous les droits et qui englobe l'ensemble des autorisations et des fonctionnalités. La deuxième partie, c'est Custom Profile, le profil personnalisé, bien sûr un accès partiel, donc accès à certaines fonctionnalités. Je peux permettre sur les Custom Profile des accès particuliers ou bien des accès, enfin des autorisations sur certaines fonctionnalités et pas sur d'autres. Et puis admin, pardon, c'est donc c'est un super admin particulier dans le sens où il autorise tout, mais il n'autorise pas le droit d'accès. Donc on l'utilise aussi beaucoup sur la partie VDOM. Tout simplement parce que lorsque je vais activer les VDOM sur le FortiGate, le super admin sur le VDOM root, donc le VDOM racine, va créer des administrateurs particuliers qu'il va attribuer à des VDOM spécifiques. Et donc ces VDOM-là donc auront un profil d'administration de type profadmin. L'authentification à deux facteurs, on y arrive, c'est tout simplement donc de donner accès à des utilisateurs particuliers, que ce soit, enfin que ces utilisateurs soient pour l'administration des boîtiers ou bien pour l'authentification simple, pour l'accès au flux réseau qu'on verra sur un autre chapitre. Donc ici dans cet exemple, donc on active l'authentification à deux facteurs pour les administrateurs des boîtiers. Et donc à quoi ça consiste? C'est tout simplement un FortiToken qui est un équipement qu'on va acquérir séparément du FortiGate et puis qui va générer un code aléatoire à 6 caractères, donc à 6 chiffres. Et puis ce code généré aléatoirement expire au bout de 60 secondes et ne réapparaît plus jamais dans le cycle de vie du FortiToken. Donc quelle est l'utilité? C'est tout simplement lorsqu'un utilisateur, lorsqu'un administrateur va s'authentifier sur le boîtier avec son admin password, il ne pourra pas accéder. Il va falloir, pour qu'il accède, qu'il tape le code généré par son propre FortiToken. Il faut savoir que chaque FortiToken doit appartenir à un utilisateur spécifique. Et donc, si le code tapé donc en second temps, donc après la première authentification, c'est pour cela qu'on appelle l'authentification à double facteur. Donc le FortiToken constitue le second facteur. Donc si jamais l'utilisateur tape correctement son code token, l'accès est autorisé. Le cas échéant, l'accès sera bloqué jusqu'à ce qu'il s'authentifie correctement, donc il refasse le cycle d'authentification, nom d'utilisateur, mot de passe, ensuite le bon code FortiToken. Donc dans cet exemple, pour le compte admin, on va ici activer l'authentification à double facteur, mais bien sûr associer le FortiToken ici qui devra être préalablement enregistré sur l'équipement. Les sources de confiance. Donc le FortiGate refusera les requêtes provenant des sources différentes des IP suivantes. Alors ce que ça veut dire que pour chaque admin du boîtier, je vais restreindre, restrict this admin login from trusted hosts only. Donc je vais définir ici une liste de sous-réseaux ou alors d'adresses IP fixes, comme c'est l'exemple ici 10.10.10.5/32. Et ce sera uniquement ces adresses IP-là qui auront le droit d'accéder en administration à l'équipement. Tout ce qui est différent de ces sous-réseaux-là n'auront pas du tout la possibilité de se connecter à l'administration de l'équipement, donc sur une interface web ou bien en CLI. Donc ne pourront pas s'authentifier grâce à ce compte. Donc ne pourront s'authentifier en utilisant ce compte que les administrateurs qui auront lancé la demande d'authentification ou bien d'administration de l'équipement via des réseaux, via les sous-réseaux qui sont définis ici sur la partie Restrict this admin login from trusted host only. Donc le bouton plus veut dire tout simplement qu'il est possible de rajouter plus de réseaux ici. Donc par défaut c'est 3,
mais nous pouvons en rajouter plusieurs. Donc dès que c'est validé, l'accès admin sera restreint pour ces réseaux-là. Donc ça permet une sécurité renforcée et puis ça permet de s'assurer aussi que uniquement les sous-réseaux définis ont le droit de se connecter à l'équipement. Donc ça évite les piratages. Alors un volet supplémentaire aussi très très important pour l'admin. Donc les numéros de port sont modifiables. Il est recommandé d'utiliser les protocoles sécurisés. Donc il s'agit ici de paramètres d'administration. Donc il faut savoir que chaque interface sur le FortiGate répond pour l'administration à des ports particuliers. Donc on peut les voir ici. Donc sur la partie FortiGate, alors on attend juste un petit peu que ça se rétablisse. Voilà, donc je m'identifie sur mon PC. Très très bien. Donc je relance mon FortiGate, donc mon accès admin au FortiGate. Hop, hop, hop. Alors un petit bug de Firefox, voilà, donc on y est. Ensuite, pour aller aux paramètres d'ajout de compte, donc il suffit donc d'aller dans Système, ensuite dans la partie Admin, et puis cliquer sur Administrators. Alors, tac, tac, tac. Une petite lenteur. Donc la partie administrateur, c'est ici que on aura la possibilité de créer de nouveaux administrateurs ou bien d'éditer les administrateurs qui sont déjà présents. Donc par défaut, il n'y a que le compte admin et puis on peut ici Enable Two-Factor Authentication et associer le FortiToken qui devra être défini ou enregistré une première fois ici, donc dans la partie User and Device, FortiTokens, et puis ajouter les FortiTokens et puis les enregistrer sur le FortiGate grâce à leur numéro de série, donc voilà, donc import ou mobile token pour le cas d'utilisation de FortiToken mobile sur un périphérique mobile de type téléphone ou tablette. Donc pour revenir à ce que je disais, les paramètres d'administration, donc ici, dans Admin Settings, il faut savoir donc que chaque interface sur le FortiGate dispose d'un type d'accès particulier. Donc on peut le voir ici sur la partie interface, Network System Network Interface. Donc j'édite ce port, donc port 1, et puis on a ici Administrative Access sur cette interface. Donc ce qui veut dire c'est que si je désactive le ping ici, je n'aurai plus la possibilité de pinguer le FortiGate sur l'interface port 1. Donc bien sûr à condition que mon PC soit directement relié en sous-réseau à l'interface port 1. Et puis le reste c'est pareil, donc j'ai la possibilité d'accéder en HTTPS, en ping, en HTTP, en SSH, et puis en ASNMP pour l'administration donc de l'équipement. Donc le reste on le verra plus tard. Donc ce que je disais c'est que ces ports-là, pour l'administration, sont modifiables. Comment on les modifie? C'est tout simplement en allant dans Admin Settings. Donc le port HTTP répond par défaut sur le protocole 80, le port HTTPS sur le 443. J'ai ici donc une petite alerte qui dit SSL VPN port conflict, ce qui veut dire que le portail SSL VPN, donc on verra ça dans le chapitre VPN SSL, donc le portail VPN SSL répond sur le 443. Donc si je garde l'accès admin au FortiGate en 443 et l'accès au portail SSL VPN en 443, ça ne va pas le faire, le portail ne sera pas accessible. Donc il va falloir que je modifie l'un des deux. Moi ce que je fais habituellement, je modifie toujours l'accès admin, donc HTTPS, je ne laisse jamais le 443 pour deux raisons.
La première raison est que un accès admin, c'est toujours risqué, donc il vaut mieux changer le port et ne pas toujours utiliser le port par défaut. Ça pour la partie sécurité. Puis la deuxième raison, c'est pour un souci d'ergonomie, tout simplement parce qu'en général, on fournit un accès au portail HTTPS pour des utilisateurs simples et pas des informaticiens. Donc leur demander de taper l'IP de l'entreprise à deux points le port enfin le port personnalisé, c'est un peu lourd pour des utilisateurs simples. Donc moi ce que je vous conseille c'est de changer ici le port d'admin. Comme ça vous serez tranquille, vous garderez le 443 pour le portail VPN SSL. Donc ici si jamais je change, par exemple 6954 ou 7766 par exemple, je fais apply. Donc bien sûr je perds l'accès, il va falloir que je m'authentifie de nouveau sur 7766 en HTTPS. Ah, ça marche pas. Donc on va refaire en HTTP. Peut-être ça n'a pas été pris en compte. Alors en HTTP ça fonctionne très bien. Je m'authentifie. Je saute cette petite alerte. Je reviens sur la partie admin settings. Donc ça a été pris en compte. Je suppose que j'ai juste un petit souci HTTPS. Donc on va essayer de le régler plus tard. Donc je continue. Le port telnet bien sûr 23 par défaut, SSH 22 et puis l'idle timeout. Donc combien de temps l'authentification admin sera en cours avant expiration de la session d'authentification. Donc pour dire qu'ici voilà, donc j'ai un ensemble de ports et une fois changé, je n'ai plus l'alerte de conflit avec le portail VPN SSL. Les accès admin protocole, on les a vus tout à l'heure. Donc pour chaque interface IP, je vais activer ou désactiver le type d'accès que je souhaite délivrer à cette interface-là. Donc un autre volet qui n'est pas directement lié au compte d'administration, mais qui est quand même important, parce qu'il s'agit aussi de fluidité de configuration et d'ergonomie après authentification donc sur l'équipement. Donc quelques paramètres ne sont disponibles qu'en CLI. Bien sûr, en CLI, on a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de paramètres à configurer qu'en interface graphique. Et ça, c'est pour un souci d'ergonomie. C'est un peu compliqué de surcharger le GUI donc pour un souci, comme je disais, d'ergonomie, donc pour faciliter la navigation dans l'équipement, mais aussi pour un souci de performance, donc de surcharge HTTP. Donc quelques modules n'apparaissent pas sur la GUI, elles sont présentes, on peut bien sûr les avoir, mais elles sont cachées pour les mêmes soucis d'ergonomie que j'avais présenté tout à l'heure. Donc les paramètres cachés par contre ne sont pas désactivés, elles sont présentes, elles sont modifiables en CLI, mais juste elles n'apparaissent pas et j'ai la possibilité de les faire apparaître. Donc afficher caché via le widget sur le tableau de bord, paramètres élémentaires uniquement. La liste complète des paramètres via System Config Features. Donc un petit exemple ici. Donc j'ai un ensemble de fonctionnalités que vous voyez là, donc dans la partie module. Et puis si je vais dans Config Features, je peux apercevoir donc l'ensemble des modules disponibles sur le FortiGate. Advanced Routing est on, donc j'ai la possibilité de voir le routage avancé qui est là. Par contre, si je reviens donc dans Features, j'ai par exemple l'optimisation one qui est cachée et donc qui n'est pas visible ici. Donc si je décide de la rendre visible, si j'ai besoin de mettre en place l'optimisation one dans mon entreprise, donc il suffit que je coche ici sur On, je clique sur Apply pour valider les changements et puis j'ai un nouveau module sympathique qui apparaît ici. Et donc, je peux paramétrer l'optimisation one. Si je n'ai pas besoin d'optimisation one, il suffit donc que je cache ce module-là, je clique sur Apply et puis je ne le vois plus. Voilà. Donc, l'interface est quand même beaucoup plus light, beaucoup plus sympa. J'ai pas besoin de tout activer si je ne configure pas tout.
Donc ici, en cliquant sur Show More, ça m'affiche plus de modules. Donc selon mon usage, je peux activer ou désactiver les modules que je souhaite mettre en place. Les interfaces IP, donc les IP par interface, en mode NAT, bien sûr. Donc, il faut savoir que le FortiGate fonctionne sous deux modes. On le verra sur un chapitre qui est dédié à ça. Donc, en mode NAT, je suis en niveau 3. En mode transparent, je suis en niveau 2. La différence principale est qu'en mode NAT, comme je suis en niveau 3, le routage ne se fait pas sur la base des adresses IP. Enfin, contraire, pardon. Donc en mode transparent, comme je suis en niveau 2, le routage ne se fait pas sur la base de l'adresse IP, mais sur la base des adresses MAC. Par contre, en mode NAT, je suis au niveau 3, et donc le routage des paquets se fait par IP. Et du coup, chaque interface du FortiGate devra avoir une IP particulière sur un sous-réseau distinct. Donc, assignation de trois modes pour assigner une IP à une interface sur le FortiGate. J'assigne une IP soit manuellement, donc je fixe moi-même mon IP selon ma topologie réseau. Via DHCP, donc l'interface va être client DHCP en attente de recevoir une adresse IP d'un serveur DHCP qui est connecté sur ce sous-réseau-là. Ou bien via PPPoE, si j'ai une connexion ADSL par exemple, je mets mon modem en mode bridge et puis je paramètre mon FortiGate pour qu'il fasse lui-même la numérotation vers le serveur. Donc à l'exception bien sûr du mode OneArm qui ne nécessite pas d'adresse IP mais qui va sniffer le trafic et puis donc le FortiGate va fonctionner sur une seule patte et sniffer tout le trafic pour faire spécialement du deny of service. Donc ici j'ai les différentes captures écran qui indiquent les différents modes euh, que je peux mettre en place pour mettre en place une interface justement. Donc on peut le voir ici. Si je vais donc dans Network Interface, je clique sur une interface en particulier et puis je peux changer ici. En mode manuel, je mets moi-même l'adresse. En mode DHCP, l'interface est en attente de recevoir une adresse IP. En mode OneArm, elle sniffe tout simplement les paquets qui transitent sur le réseau. Et puis Dedicated to 40 AP, ça on le verra plus tard, c'est donc si j'ai justement euh, des Forti AP, donc des points d'accès Wi-Fi Fortinet. Alors, on ne visualise pas ici le PPPoE tout simplement parce que sur cette version-là, il a été caché et donc il est disponible en interface graphique. Donc je vous montre ça tout de suite, enfin en CLI pardon et pas en interface graphique. Donc je tape, donc je vais dans l'argument de configuration d'une interface, config system interface, édite l'interface en question, donc on va travailler sur l'interface port 2. Et puis donc je peux par exemple ici détacher la console CLI pour être plus confortable dans la configuration. Donc pour voir l'ensemble des choses à faire sur cette interface, je fais tout simplement un get. Et un get va me donner l'ensemble des arguments possibles. Donc parmi ces arguments que vous voyez ici sur votre écran, j'ai la partie, si je descends beaucoup plus bas, donc le mode. Alors le mode est beaucoup plus haut. Enfin, alors on refait donc un get. Et puis j'ai ici name vdom mode. Voilà, donc le mode ici est statique. Donc comment le changer? Je mets set mode et puis un point d'interrogation qui va me donner l'ensemble des modes possibles. Donc statique, DHCP, PPPoE. Si je mets en place PPPoE, voilà, donc je refais un get. Et puis je reviens dans mode, ça me donne toujours PPPoE, mais ça me donne aussi des arguments supplémentaires qui sont, vous le voyez sur votre écran, alors on va chercher. On cherche, mais on ne trouve pas. On cherche username et voilà. Donc username et password pour
mettre en place la connexion euh, au service PPPoE. Voilà donc, je ressors en faisant un AND. Si je reviens donc à l'interface graphique, port 2, voilà, ça m'affiche rien du tout simplement parce que c'est mis en place euh, en CLI, ce n'est pas disponible sur l'interface graphique. Voilà donc la fin de ce chapitre. On a couvert donc les différents profils d'administrateurs qui garantissent l'accès aux fonctionnalités de l'équipement. L'authentification à double facteur grâce à FortiToken, les autorisations d'accès administrateur à l'équipement et puis les IP par interface et puis comment configurer les IP pour interface. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et puis je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Merci de votre attention.